Bienvenue dans la seconde saison du podcast Un point c'est tout, une émission qui traite des violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes. Je m'appelle Adrien Roland-Boulogne et j'ai cofondé une société, EU, qui développe des dispositifs de sensibilisation et de formation sur des sujets sociaux, dont fait partie les violences conjugales, et ce à destination du monde du travail. Et c'est en parallèle et en résonance avec cette activité que nous avons développé cette série de podcasts gratuites qui a pour objectif d'informer le plus largement possible, d'une part les personnes qui sont victimes de violences conjugales et d'autre part toutes celles et ceux qui veulent s'informer sur le sujet, que ce soit pour accompagner une personne victime dans leur entourage ou simplement pour mieux comprendre ce phénomène. Merci de nous écouter ou nous suivre, vous êtes désormais plusieurs milliers. Dans ce podcast, nous recevons une nouvelle fois Sonia Pinault, qui est cofondatrice de l'association Elles Imaginent et qui va nous parler un petit peu du fonctionnement associatif. Bonjour Sonia et merci de revenir nous voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a poussé déjà pour commencer à vous engager dans le milieu associatif ? Bonjour Adrien, je suis ravie de vous retrouver. Donc effectivement, je suis Sonia Pinault, psychologue clinicienne et cofondatrice de cette association qui s'appelle Elles Imaginent. Donc nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris et nous accompagnons les femmes victimes de violences conjugales. Elles Imaginent est une association qui appartient au réseau national Solidarité Femmes qui gère le 3919, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Et donc effectivement, sur l'association, nous accompagnons les femmes victimes de violences conjugales dans leur démarche judiciaire, sociale, et aussi nous proposons un accompagnement psychologique essentiellement. En deux mots, le 3919, c'est quoi ? Alors oui, le 3919, c'est le numéro national d'écoute pour les victimes de violences conjugales. C'est un numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dorénavant, où en fait on peut avoir une écoutante qui va nous aider à identifier les violences qu'on vit ou éventuellement nous donner la marche à suivre si on a besoin de se protéger et de mettre en place des démarches judiciaires notamment. Le 3919 est basé à Paris, mais a un rayonnement national. On peut l'appeler partout en France et dans les dom-toms. Et en revanche, le 3919 ensuite ne propose pas d'accompagnement. Il va ensuite réorienter sur les associations du réseau, mais pas que, toute association en capacité d'accompagner une victime de violences conjugales. Alors justement, on sait que les associations ont un rôle essentiel, notamment en complément des actions publiques. Et on sait aussi qu'il y a à peu près 300 000 victimes de violences conjugales chaque année en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur ce sujet-là ? Alors, quand on a créé l'association Elles Imaginent avec ma collègue Julie Vella il y a maintenant 12-13 ans, à la base, nous, on voulait juste proposer des groupes de parole. Toutes les deux issues de la fac de psycho, et donc on s'est dit qu'on allait proposer nos compétences dans cette question des violences conjugales. Donc Julie était un peu plus investie que moi à l'époque. Moi, l'idée, c'était vraiment de commencer à pratiquer en tant que psychologue. Mais depuis, je pense que finalement, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la soupe et je n'en sortirai plus. Donc nous, on proposait juste des groupes de parole. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les femmes victimes de violences conjugales vivaient finalement des violences à différents niveaux, même au niveau de la loi, de la justice. On pensait que les professionnels étaient formés, les assistantes sociales ou même les avocats. Et en fait, on voyait qu'il y avait vraiment une très faible expertise sur ces questions de violence. Et donc, peu à peu, on s'est retrouvés à les accompagner, rencontrer les assistantes sociales, rencontrer les avocates. On a changé leur serrure, on les accompagnait au tribunal. Enfin, finalement, on a développé une vraie expertise pluridisciplinaire sur ces questions-là. Donc, nous, l'idée, c'est de toujours mettre en place notre travail. Donc, c'est à la fois de l'accompagnement psychologique, social et judiciaire. Mais malheureusement, d'une certaine manière, on s'est rendu compte qu'en tant qu'association, on venait répondre à un vrai manquement de l'État, de la société, des professionnels qui finalement n'étaient pas formés à la spécificité de ce que sont les violences conjugales, les mécanismes d'emprise, par exemple, qu'on a développés déjà la dernière fois. Votre rôle est donc essentiel et même j'ai l'impression qu'il vient parfois en substitution du rôle des pouvoirs publics. Et oui, complètement. Finalement, parfois, il y a des assistantes sociales qui vont malheureusement ne pas être en capacité, ne pas connaître cette thématique-là, parce qu'elles vont avoir 1 ou 2 journées de sensibilisation en école. Souvent, c'est pas du tout un thème qui est abordé. Moi-même, en tant que psychologue, on va aborder la question du traumatisme, mais pas du tout la question finalement des violences conjugales spécifiquement. Et donc, aujourd'hui,
la plupart du temps, ce sont les associations qui vont vraiment être spécialisées sur ces questions-là et du coup qui vont être un vrai support pour les travailleurs, les soignants, les travailleurs sociaux, les soignants, pour pouvoir ensuite réorienter les victimes et qu'elles aient un accompagnement bien spécialisé et bien encadré dans leur parcours. Très bien, et justement, comment elle fonctionne, votre association? Comment on la sollicite? Alors, donc, comme beaucoup d'associations, et notamment du réseau national Solidarité Femmes, donc comme beaucoup d'associations du 39-19, on va avoir nous-mêmes une ligne téléphonique d'écoute pour pouvoir effectivement accueillir les victimes, les écouter et potentiellement pouvoir leur proposer un rendez-vous. On va aussi utiliser Internet parce que finalement toutes les victimes ne peuvent pas forcément nous contacter et nous-mêmes nous n'avons que 2 permanences d'écoute par semaine, restant une petite association essentiellement bénévole. Et du coup, elles peuvent nous contacter sur Internet et demander une prise de rendez-vous ou des conseils aussi. Parfois, on tente de leur répondre le plus rapidement possible. En tout cas, on leur répond toujours. Le rendez-vous, ça va être souvent avec ce que nous, on appelle une accueillante. Donc une accueillante, ça peut être ce qu'on peut voir ailleurs, une éducatrice spécialisée ou une assistante sociale. Ça va être une personne qui va être en capacité finalement d'écouter, d'identifier s'il y a des violences et s'il y a des violences de quel type et les recours à envisager. Ensuite, il va y avoir une réorientation peu à peu, soit vers une psychologue s'il y a vraiment des besoins de soutien psychologique pour la personne qui est rencontrée, et éventuellement une réorientation vers une avocate qui va tenir gratuitement pour l'association une permanence juridique. Donc nous, comme on est sur Paris, ce sont des avocates du barreau de Paris. Et effectivement, l'avocate va pouvoir la conseiller dans les démarches potentielles et ensuite voir si elle l'accompagne dans un second temps ou pas. Mais là, ça se passe ensuite en dehors de l'association. Ok, j'imagine qu'il y a une dimension psychologique. Est-ce que vous faites du conseil psychologique? Alors oui, en fait, c'est vrai qu'on parle surtout, nous, de soutien psychologique parce qu'on ne considère pas que finalement on fait de la thérapie au sein de nos associations pour plusieurs raisons. Il y a une raison politique aussi, c'est que finalement ces femmes, elles sont victimes. Donc en fait, il y a quand même un devoir de réparation de l'état dans lequel elles sont, en sachant que pour nous, les violences conjugales s'inscrivent dans un continuum et notamment un continuum sexiste. Et donc on considère qu'effectivement, c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles sont amenées à subir ce type de violence dans leur couple. Et donc c'est important qu'en tant qu'association, il y ait déjà une réparation symbolique de la prise en charge de cet espace. On va ensuite considérer que dans un second temps, si elle souhaite travailler peut-être par exemple les failles dans lesquelles son conjoint a pu s'infiltrer, ça peut se passer effectivement en libéral, dans un autre cadre, sur un travail de thérapie. Nous, le travail des psychologues, c'est essentiellement de les aider effectivement à déconstruire les mécanismes d'emprise. Donc on va leur donner beaucoup d'informations sur ce que sont les mécanismes d'emprise, le cycle des violences, les stratégies des agresseurs. On va vraiment déconstruire toutes ces choses-là. On va les aider à reprendre confiance en elles. Donc ça peut être au travers d'entretiens, ça peut être au travers d'ateliers collectifs, de sophrologie. On a un programme estime de soi qui va mélanger de la réflexologie et du théâtre, par exemple. Voilà, on va essayer de trouver tout un tas d'outils pour les aider à sortir de ces mécanismes-là. Et en tant que psychologue, on va aussi travailler beaucoup sur la question du psychotrauma. Aujourd'hui, on peut beaucoup développer finalement les conséquences neurobiologiques de ces violences et on va leur donner finalement tout le savoir qu'on a. On va le leur remettre pour qu'elles puissent, elles aussi, finalement, devenir sachantes, comprendre ce qu'elles vivent et pouvoir s'en sortir. Très bien. Et je me demande, est-ce qu'il y a un profil type d'une personne qui vient se faire accompagner dans votre association? Alors, effectivement, souvent, on envisage que finalement, les femmes victimes de violences conjugales auraient un profil particulier, peut-être d'avoir vécu elles-mêmes déjà des violences dans l'enfance ou des abus sexuels, ce genre de choses. Nous, à l'association, on se rend compte que finalement, il y a vraiment un profil très large, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan socioculturel. On accueille vraiment tout type de femmes. Les femmes victimes de violences conjugales, souvent, s'il y a quelque chose, pour moi en tout cas, qui serait commun, c'est que ce sont souvent des personnes quand même qui vont avoir une grande capacité d'empathie, beaucoup de force, et qui vont finalement souvent tenter de tenir et ne pas forcément écouter leurs limites. Elles vont tenir longtemps jusqu'à ce que peut-être il y ait un petit peu comme un élastique qui va craquer. En tout cas, elles vont vraiment tenter de faire tenir la famille, tenter de s'adapter aux besoins des autres au point d'oublier leurs propres besoins. Hmm. Et est-ce qu'il y a aussi l'idée de vouloir aider la personne qui commet ces violences? Oui, souvent, effectivement, il y a un petit syndrome un peu de l'infirmière, de pouvoir soutenir l'autre et l'aider, mais pas tout le temps non plus. Parfois, on va avoir des femmes qui finalement nous disent cet homme, si je l'avais rencontré à 25 ans, je ne serais pas avec lui, mais à 35 ans,
finalement, il avait aussi envie d'avoir des enfants, j'ai été un peu plus rapide, l'horloge biologique tournait, la pression, etc. Et finalement, je me suis engagée avec lui. Et c'est des femmes qui vont s'en séparer au bout de 1 an et demi, 2 ans, en voyant que ça ne fonctionne pas du tout, mais elles ont un enfant avec et un lien à vie avec lui. Donc il y a vraiment différents facteurs, différentes raisons. Parfois, vous avez des femmes finalement qui vont avoir rencontré cet homme dans un pays étranger et elles vont avoir, elles, déménagé dans son pays. Et donc finalement, elles sont isolées. Et on se rend bien compte que le fait qu'elles étaient isolées en étant dans ce pays-là, si ça s'était passé en France, ben finalement, elle n'aurait jamais pu avoir cette emprise sur elle. C'est parce que finalement, là, elle n'avait pas assez de ressources, de personnes autour d'elle pour identifier ce qu'elle vivait, comprendre l'environnement dans lequel elle était, et les violences se sont inscrites dans tout ça. Donc il y a vraiment différentes raisons, elles peuvent être psychologiques, matérielles, et elles sont souvent mêlées en réalité. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a une certaine image d'Épinal de la personne qui serait victime de violences conjugales et issue de milieux sociaux moins favorisés. Est-ce que ça relève du préjugé ou pas? Alors, la réalité, elle serait dans l'autre sens, c'est que finalement les violences conjugales précarisent. Ça, c'est une réalité. En revanche, les violences conjugales, telles qu'on se les imagine, c'est-à-dire le conjoint violent au domicile, celles-ci, elles existent n'importe où, dans n'importe quel milieu social. Ce qui va se passer, c'est que parfois, effectivement, vous allez avoir des conjoints violents qui vont asseoir un peu plus leur domination sur une éducation ou une culture, se sentir un peu plus légitime. Des femmes qui vont effectivement considérer que divorcer dans leur culture, c'est très mal vu et elles vont résister. Mais honnêtement, ces pressions sociales, elles sont aussi présentes à d'autres niveaux dans des cultures qu'on va imaginer finalement plus avancées sur ces questions-là, parce qu'en réalité, toutes les femmes vont ressentir une charge de la famille et elles vont souvent tenter de faire en sorte que cette famille fonctionne, malheureusement à leur détriment également. Oui, j'imagine que dans certains milieux plus favorisés, ça doit être aussi compliqué d'en parler. Oui, effectivement, les femmes qui vont être issues de milieux plus aisés vont ressentir beaucoup plus de honte finalement à leur situation et les freins financiers et matériels vont être beaucoup plus présents pour elles. On voit souvent dans les procédures judiciaires que finalement elles se questionnent beaucoup sur la possibilité d'offrir le même niveau de vie à leurs enfants et malheureusement c'est une réalité quand vous avez des enfants qui ont grandi depuis leur naissance avec la facilité de pouvoir prendre un vol comme nous on prendrait un Uber, effectivement ça questionne ensuite sur le train de vie à mener avec eux. Alors justement, je me demandais quel était le rôle du monde du travail sur ces sujets-là, quand on sait évidemment que l'entreprise privée au public est le reflet des tabous, des stéréotypes qu'il y a dans la société civile. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, souvent, quand on va parler d'entreprise, on va se dire que c'est la vie professionnelle et que du coup, les violences conjugales, ça va être associé à la vie personnelle. Finalement, il faut bien avoir en tête que, je pense qu'aujourd'hui, on a bien en tête que l'un ne va plus sans l'autre en réalité. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir considérer l'impact finalement de ces violences sur la sphère de l'entreprise. Oui, je crois même qu'il y a une étude qui dit que le coût financier serait de 3,6 milliards en France. Oui, Et donc les arrêts maladie, par exemple, ou d'autres conséquences indirectes sont énormes. complètement. Finalement, c'est très difficile pour une victime de violence conjugale de pouvoir maintenir sa place dans son emploi. Le maintien à l'emploi est vraiment très difficile parce que finalement elle va se sentir aussi coupable et responsable de devoir prendre autant de temps. Il faut quand même avoir en tête que finalement se séparer d'un conjoint violent, ça peut demander beaucoup de temps entre devoir rencontrer tous les différents professionnels. Se séparer d'un conjoint violent, c'est activer parfois le changement de domicile, l'aspect judiciaire. Dans l'aspect judiciaire, on va avoir la question finalement de la séparation, mais on va avoir aussi la question de l'aspect pénal, la plainte. Donc parfois on peut se retrouver à avoir 2 avocats. Il va y avoir certainement pour le logement, par rapport aux ressources financières, c'est pas toujours facile de retrouver un logement seul dans le parc privé, donc il va peut-être falloir passer par la question du logement social. En fait, c'est vraiment multiforme. Les violences conjugales, elles sont elles-mêmes nombreuses et du coup elles vont impacter de manière multifactorielle. Du coup, la victime va se retrouver parfois à venir considérer que finalement, face à tout ça, le plus simple c'est peut-être de rester. Mais rester, ça va avoir un impact psychologique, leur santé va être aussi dégradée et donc ça va avoir des conséquences même en termes d'arrêt maladie, ce genre de choses. Donc c'est plutôt important de pouvoir soutenir une sortie des violences conjugales, l'aider à faire une pause momentanée ou à ce qu'elle ne culpabilise pas si effectivement elle est moins productive sur une certaine période, mais pour qu'elle puisse
définitivement mettre fin à ces violences, sortir, assurer sa sécurité physique et financière et pouvoir reprendre une vie beaucoup plus épanouissante pour elle. Et je crois que pour aider à cela, l'association Elle s'imagine intervient notamment en sensibilisation et en formation auprès des entreprises. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je présente un petit peu parfois dans nos missions, c'est que au-delà d'accompagner les victimes de violences conjugales, on essaye de faire en sorte, peut-être qu'un jour on soit au chômage au final, on essaye vraiment de changer la société, on fait des campagnes de communication et on fait beaucoup de formations. Donc on a beaucoup formé tout ce qui va être les professionnels en ligne directe, j'ai envie de dire, donc les assistantes sociales ou assistants sociaux, les avocats. Là dorénavant on forme beaucoup en hôpital depuis 2016-2017, vraiment une prise de conscience de l'impact des violences sur la santé. On forme vraiment de plus en plus et on a déjà été amené à former aussi en entreprise. C'est des demandes, mais c'est vrai que pour l'instant, ce sont des demandes qui reposent sur une personne convaincue de l'intérêt et on n'a pas encore senti une vraie mise en place institutionnelle, si je puis dire, de cette question-là, alors qu'elle est vraiment importante, elle est très présente. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales, donc quand vous faites une réunion de 20 salariés, si vous êtes dans l'égalité professionnelle en principe, vous avez au moins une victime malheureusement présente. Donc c'est vraiment important. Et une autre chose, ça va être de considérer que finalement, plus la société, plus l'entreprise va évoquer que ça existe, évoquer qu'on peut en parler, avoir un référent par exemple sur la question des violences conjugales, plus en fait on va dire que ça existe, plus ça permettra aux potentielles victimes de libérer la parole et d'être prises en charge beaucoup plus rapidement avant un burn-out, puisque c'est aussi ce qui se passe, avant la reproduction d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel, parce que malheureusement on sait aussi que les victimes, quand elles vivent des violences dans un domaine de leur vie, malheureusement ces violences peuvent se répéter ailleurs. Et donc c'est aussi parfois prévenir de potentiels harcèlements moraux ou harcèlements sexuels que de travailler en amont la question des violences conjugales. Oui, je pense qu'on comprend bien l'importance des associations pour sensibiliser, accompagner les différents acteurs des violences conjugales. Alors j'ai une dernière question qu'on pose à la fin de chacun de ces podcasts à un point c'est tout. Si vous deviez donner un conseil, du coup en tant qu'association à une personne victime de violences conjugales, quel serait-il? Alors, oui, effectivement, si je devais donner un conseil en tant que cofondatrice d'une association, c'est bien d'appeler le 3919 ou d'appeler une association, d'aller chercher cette information auprès de professionnels spécialisés, d'avoir au moins une personne de confiance dans son entourage pour peut-être nous soutenir et nous aider à faire le pas d'aller rencontrer une association. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment dire aux victimes, c'est n'ayez pas peur de rencontrer une association. Ça ne signifie pas que vous êtes faible, c'est justement avoir des informations, être éclairé sur ce qu'on vit. C'est important, vous ne serez jamais jugé, vous serez toujours entendu et soutenu et respecté dans le temps nécessaire pour entamer des démarches ou pas tout de suite. En tout cas, c'est important de pouvoir avoir des personnes de confiance à qui pouvoir parler quand on en a besoin. Donc on retient, on appelle le 3919, on contacte des associations. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver un peu toutes ces informations? Alors, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez retrouver certaines informations, sur le site du gouvernement ou même sur le 3919, donc la Fédération nationale Solidarité Femmes. On peut retrouver beaucoup d'informations présentes des différentes associations dans toute la France. Et aujourd'hui, il y a aussi un outil assez intéressant. C'est une plateforme pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Et vous pouvez parler directement à des policiers pour pouvoir les dénoncer sans avoir forcément à déposer plainte, mais qui peuvent ensuite vous renseigner sur les démarches à suivre. Il y a même une psychologue avec ces policiers et policières qui sont vraiment très bien formés sur la question de ces violences sexistes et sexuelles. Donc ça peut être autant des violences sexuelles que des violences conjugales. Merci beaucoup Sonia d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à notre série de podcasts Un point c'est tout et surtout d'avoir rappelé le rôle des associations, un rôle qui est essentiel avec beaucoup de compétences en interne et un très bon ancrage local. Si comme Sonia, vous voulez témoigner en tant qu'expert sur le sujet des violences conjugales et des violences intrafamiliales, ou si vous êtes une personne qui est victime de violences, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse hello@eu.fr, EU, H-E-Y-U. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc n'hésitez pas à partager et diffuser la parole de nos experts ou les témoignages pour aider et sensibiliser au sujet des violences.